Inumbwana ya wangwana Inumbwana ya wangwana Inumbwana ya wangwana tushina wana mkodi konie Docteur Mansouri, je suis docteur en droit public, je suis mauritanien, je suis le directeur général de Delmans Consulting, qui est un cabinet qui est spécialisé en ingénierie juridique et management. Nous faisons de l'accompagnement d'entreprise et du conseil aussi dans le domaine du droit, du management et de l'entreprise en Afrique et en France. Mes travaux de recherche ont consisté à faire le parallèle, à faire une étude comparative des règles du commerce international et par l'OMC, le droit international du développement. Donc l'idée c'était de faire un rapprochement ou bien de faire une étude beaucoup plus approfondie entre le lien entre le développement et le commerce. Vous savez que depuis longtemps, le souhait dans les relations internationales, c'était de maintenir des relations plutôt basées sur le multilatéralisme, c'est-à-dire que les relations commerciales entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, l'hémisphère nord qui est incarné par les pays occidentaux et les pays en développement. Sauf que pendant longtemps, ce rapport au niveau commercial, ces relations internationales au niveau commercial, a été faussé. Parce qu'on avait des pays qui n'étaient pas du tout compétitifs, qui n'étaient pas du tout développés, face à des superpuissances qui avaient les moyens de pouvoir commercer entre eux. Et l'Afrique a toujours été le maillon faible dans cette relation-là. Donc c'était histoire aussi de réhabiliter un tout petit peu un droit qui était un droit militant, qu'on appelle le droit international du développement, qui militait à travers ces règles pour le développement des pays africains. Bon, en ce moment, on parlait plutôt du tiers-monde, du tiers-mondisme et tout ça. Il y avait une vague de revendications pour que ces pays aussi puissent pouvoir se développer. Donc, c'était pour moi aussi l'occasion de réhabiliter ce droit, qui était un droit militant, de montrer aussi qu'à travers les nouvelles règles du droit international, à savoir le droit international économique, qui vise aussi à pouvoir développer par la lutte contre la pauvreté, la réduction de la pauvreté, et aussi de pouvoir développer les pays africains, de montrer que si les règles sont justes et équitables du point de vue des pays les plus forts, c'est-à-dire que les pays occidentaux, le commerce pouvait être un excellent moyen, un moteur même de développement pour nos pays en développement, les pays du Sud. Mais malheureusement, au niveau de l'OMC, et aussi ce droit, qui était un droit militant, les règles étaient plutôt antagonistes, parce que le libéralisme économique, les règles de pouvoir ouvrir les marchés, qu'il n'y ait pas de contraintes et qu'il n'y ait pas de barrières. Alors qu'au niveau du droit international du développement, c'était plutôt le contraire. C'était pour avoir des règles d'équité qui pouvaient aider ces pays en développement de pouvoir aussi rester dans la course ou bien de pouvoir se développer en essayant d'avoir, comme on a dit, aussi depuis le GATT 44, de pouvoir les bénéficier des règles qui sont des règles dérogatoires, qui ne sont pas les mêmes que les pays en développement. Donc c'est à cela que le travail consistait. Donc il fallait essayer de montrer que le commerce par rapport aux règles de l'OMC pouvait être un puissant moyen de réduction de la pauvreté, mais il fallait que ces règles puissent aussi être équitables et essayer de permettre aux pays en développement de pouvoir s'en sortir.
et à la fin de montrer aujourd'hui que le droit international tel qu'on le voit aujourd'hui est aussi un droit militant dans la mesure où ce droit permet aux pays africains dans le cadre de la Charte des Nations Unies de lutter contre la pauvreté et l'extrême misère qui existe dans le monde. Donc c'était dans ce cadre-là que mon travail consistait, à essayer de montrer qu'il fallait y avoir une nécessaire complémentarité entre les deux règles pour que, que le commerce et le développement puissent entrer et favoriser le développement des pays pauvres. Oui, effectivement, la mondialisation telle que nous la connaissions est apparue au lendemain de la chute du mur de Berlin et aussi avec l'irruption de la Chine sur le marché mondial en tant que puissance commerciale. On a vu au fil des années la Chine et d'autres pays qui sont constitués comme étant des pays émergents, qu'on appelle les BRICS, qui ont devenu de véritables concurrents pour la première puissance américaine. Et depuis quelque temps, on voit de plus en plus ces pays à l'avant-garde du commerce international et concurrencer carrément les États-Unis. Mais cela a été accentué premièrement par la crise de 2008 où on a vu vraiment avec la crise de la dette que la croissance mondiale s'est écroulée et que aussi le chômage de masse s'est développé dans les pays occidentaux et en ce moment-là on a commencé à appliquer des politiques protectionnistes, surtout au niveau des pays occidentaux. En l'occurrence, les États-Unis commencent à mettre des barrières tarifaires pour protéger leur propre marché. Parce que c'était une des solutions pour pouvoir faire face à la crise. Et cela aussi, ça s'est accentué avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il a considéré que le libre-échangisme était en fait quelque chose de négatif pour le marché, pour l'économie américaine, et qu'il fallait en fait rompre tous les traités que les États-Unis avaient signés dans ce sens-là. Il a commencé par le traité transpacifique que Barack Obama avait signé avec la Chine et aussi le Mexique. Il a aussitôt revu l'ALENA parce qu'il voulait au pire même rompre avec ce marché qui existait depuis 1994, imaginez. Il existait depuis 1994 et qui réunissait le Canada, aussi le Mexique et les États-Unis. Et aussi, il a commencé à appliquer des hausses tarifaires au niveau de la Chine et au Mexique. Donc tous ces éléments-là annonçaient déjà que la mondialisation allait vers sa fin et qu'on commençait déjà à parler de démondialisation, surtout au niveau de l'échange commercial, des relations commerciales. Et on l'a vu aujourd'hui avec la crise en Ukraine, après la pandémie, et c'est un marqueur fort de cette fin de la mondialisation. On voit de plus en plus des pays occidentaux se renfermer, recourir à davantage de protectionnisme et aussi appliquer des barrières tarifaires à d'autres pays. Donc c'est ce qu'on voit aussi avec le souhait pour certains pays comme les pays européens aussi de relocaliser leurs industries. Bon, ce qui était banni avant, maintenant est considéré comme la solution face à cette crise. Donc on va vers vraiment une ouverture du marché, mais au niveau des blocs régionaux. On va assister l'Europe avec son marché, la Chine et l'Inde, les autres pays émergents, et l'Amérique aussi. Donc on va de plus en plus vers le triomphe du marché national. Pendant plus d'une cinquantaine d'années, le débat a tourné autour de la notion de développement et de sous-développement, pour tout simplement montrer qu'il
qu'il y avait une hiérarchie entre les différents pays, c'est-à-dire que les pays de l'hémisphère nord et les pays de l'hémisphère sud. Les pays de l'hémisphère sud qui représentaient les pays sous-développés. Mais depuis le sommet de Rio qui a eu en 92, on parle plus de pays, on ne parle plus de pays en développement, mais là on va plutôt vers le développement durable, en mettant l'environnement, l'écologie au centre même des préoccupations, avec la réduction de la pauvreté. Bon, vous savez, de plus en plus, le développement est assimilé à une modernité, au progrès scientifique et technique. Parce que les pays occidentaux, quand on parle de développement, c'est que la science a atteint un certain niveau et que le développement technique, tout cela, sont devenus des valeurs universelles. Et ces valeurs-là, on voulait aussi inculquer aux pays pauvres, aux pays en voie de développement. Donc c'était ça la référence. Pour qu'on puisse se développer, on faisait allusion à la modernité. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, le développement représenté tel que conçu par les pays occidentaux, représentait un obstacle pour les pays en développement. C'est d'ailleurs ce qu'explique Ferguson dans son livre. Les pays africains ont besoin d'aller certes vers le progrès, vers le développement, mais tout en restant enracinés dans leur valeur culturelle. Notre Cooper aussi l'a démontré avec sa théorie de modernité alternative, de développement alternatif. Parce que c'est ce que aussi a réussi les pays d'Asie et certains pays d'Amérique du Sud. Donc ils n'ont pas calqué leur modèle tout simplement sur le modèle occidental, mais ils ont aussi puisé dans leur propre racine, dans leur propre culture et dans leur propre civilisation pour pouvoir aussi aller vers la modernité. Donc il y a ce débat aujourd'hui qui se pose avec beaucoup d'intérêt, savoir est-ce que les pays en développement doivent seulement s'arrimer à l'Occident, réussir comme les Occidentaux, ou bien ils doivent développer leur propre modèle. Et je pense que c'est le cas que réussissent aussi des pays africains comme l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est aujourd'hui sur cette voie-là. Quand bien même que le progrès, la technique et tout ça restent quand même des éléments pour pouvoir construire le développement. Et aussi avoir un bon capital humain pour pouvoir aussi, et des ressources humaines de qualité pour pouvoir bâtir le développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, après cette crise qu'on a connue avec la pandémie et aussi avec la crise en Ukraine, cela montre nettement encore la dépendance qui existe pour ces pays africains vis-à-vis de l'Occident. On a vu avec l'histoire du blé, avec l'histoire des produits, tous ces produits-là. Donc aujourd'hui, il est temps que l'Afrique aussi renforce sa résilience pour faire face à ces chocs mondiaux. Comment renforcer sa résilience? C'est-à-dire que c'est de pouvoir développer un marché régional compétitif tout en mettant en œuvre des politiques de stratégie énergétique et aussi de développer des politiques de nouvelles technologies pour pouvoir aussi être indépendant au niveau de la sécurité alimentaire. Donc ça aussi, c'est des défis auxquels l'Afrique doit faire face aujourd'hui. C'est un projet particulièrement important pour l'Afrique, mais beaucoup plus aussi pour la Chine. Parce que la Chine ne compte pas tout simplement développer le commerce en Afrique pour le beaux yeux des Africains, mais il y a un intérêt purement stratégique derrière, un intérêt commercial, mais aussi militaire. Commercial, pourquoi? Parce que avec la construction de ces ports au niveau surtout à l'Afrique de l'Est,
qui sont les pays les plus bénéficiaires de ce projet chinois, savoir le Kenya, Djibouti, Érythrée, ces pays-là, dont la Chine a débloqué déjà un montant de 4 milliards de dollars, tout ça pour pouvoir construire des ponts et des ports, pour pouvoir, dans un premier temps, acheminer des produits made in China pour le marché africain. Mais en même temps, pour permettre de prendre les matières premières africaines et de pouvoir les transformer en Chine. Donc là, l'intérêt est beaucoup plus manifeste pour la Chine. Mais aussi de pouvoir construire une base militaire au niveau de ces pays, surtout au niveau de Djibouti, avec déjà un projet de 13 milliards qui consiste à aller dans ce sens-là. Donc c'est pouvoir aussi, c'est commercial et militaire, pouvoir aussi protéger le trafic à ce niveau-là. Donc moi je pense que c'est là où les Américains aussi commettent une erreur, à ne pas s'intéresser trop en Afrique et vouloir aussi aller vers le Pacifique avec les Chinois. Moi, je pense que les États-Unis aujourd'hui ont intérêt à pouvoir s'intéresser un peu à l'Atlantique, c'est-à-dire aux pays africains et pouvoir développer ces genres de stratégies pour l'Afrique. Donc, ça c'est du point de vue chinois, ils sont gagnants de ce point de vue-là. Mais les pays, surtout nos gouvernants, ont aussi le pouvoir par rapport à cela. Parce que la Chine a besoin aussi du marché africain. Donc ils ont besoin de créer, de voir une nouvelle classe émergente au niveau des pays africains pour pouvoir écouler leur marché. Moi je pense que c'est là aussi où les pays africains qu'ils doivent développer un leadership fort pour pouvoir aussi faire de sorte qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant avec cette nouvelle route de la soie. Parce que construire leur base militaire là-bas, c'est pour sécuriser aussi cette zone-là. Donc, et être aussi, bon, parce que les Chinois, ils sont plus sur le soft power, mais en même temps, ils n'hésiteraient pas à monter à crescendo. S'ils voient qu'il y a moyen de faire comme les Américains, ils vont le faire. Mais bon, ils ne vont pas injecter tous ces milliards-là pour tout simplement le commerce. Mais le commerce aussi, c'est bon, comme on a dit, c'est stratégique. Il faut protéger cette route-là. Et bon, voilà, il faut qu'il y ait une base militaire pour pouvoir aussi sécuriser, comme les Occidentaux font en Afrique et un peu partout. On a vu que depuis quelques années, bon, ça, on le voit maintenant avec l'Europe, qui se désengage de l'Afrique de plus en plus, sauf sur les questions du djihadisme, où ils sont plus présents. Mais hormis ces questions-là, sur le plan du partenariat, on ne les voit plus sur les relations commerciales. Donc moi, je parle de l'aspect purement commercial. Sur le plan commercial, les États-Unis auront aussi à gagner, à revoir un peu. Mais Joe Biden l'a dit tout récemment, en faisant allusion à cela, mais il a plus parlé il veut prendre l'Afrique comme une entité homogène, alors que c'est pas possible. Vous voyez un peu? Donc, s'il veut travailler avec l'Union africaine, d'accord, mais aussi il faut aider les pays, aussi les autres pays à pouvoir aussi se développer. Et je pense que là, les États-Unis auraient quand même un coup à jouer. Ça pour aider l'Afrique à se développer, mais aussi pour faire du vrai business gagnant-gagnant. Mais ça fait longtemps que l'Amérique ne s'intéresse plus, malheureusement. On l'a vu avec la pandémie tout récemment. Donc ça a perturbé un petit peu l'échange, c'est-à-dire que l'échange commercial. L'Afrique qui ne faisait que importer ou importer des produits de l'extérieur pour approvisionner son marché et qui importait et qui exportait des produits de matières premières. Donc ça a montré que en fait ça a créé un arrêt à ce niveau-là et ça a complètement bloqué
mise en mal l'économie africaine. Et aussi sur un plan purement social, ça a créé des situations extrêmement difficiles parce qu'on avait des économies qui n'étaient pas du tout structurées et cette pandémie est venue mettre à nu en fait les carences de nos économies. Et il fallait en fait apporter une réponse sociale à cette crise économique, une réponse sociale au niveau de nos pays. Donc les États ont dû encore s'endetter pour pouvoir injecter de l'argent, pour pouvoir aussi répondre aux besoins tels que le confinement et tout, pour pouvoir aussi projeter. Donc ça crée une situation de surendettement et aussi cette crise nous a montré encore que nos économies étaient très vulnérables. Donc voilà, donc, avec la crise de l'Ukraine, un pays et la Russie, donc, quand les pays occidentaux ont mis l'embargo sur la Russie, on a vu que nous, on avait du mal avec le blé et tout cela. Et ça a créé une sorte d'inflation encore dans nos économies. Donc aujourd'hui, on est face à cette situation-là où, selon les projections de certains experts, que la croissance pourrait redémarrer, parce qu'elle avait commencé à redémarrer timidement juste après la Covid, et la crise ukrainienne est venue encore accentuer cela. Et pour certains, avec à l'horizon 2023, certaines économies pourront encore essayer de redémarrer. Mais cela montre encore une fois que nos pays doivent en fait renforcer leur résilience face aux chocs mondiaux, c'est-à-dire essayer de développer leur propre économie, ou bien leur propre économie au niveau régional, en nouant des partenariats plus forts et aussi en développant le marché de libre-échange qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'Afrique. Donc on fait cela pour créer notre indépendance énergétique et alimentaire. Dans beaucoup de pays, moi je connais comme le cas du Sénégal, il y a eu quand même un rapport sur ça, sur la gestion du Covid. Bon, je dirais que c'est le pays qui a peut-être, entre guillemets, d'une manière démocratique, avec la transparence qui ici est, de montrer un peu comment on a géré les fonds Covid. Alors que dans d'autres pays, on n'a pas en fait, eu cette transparence au niveau de la gestion de la Covid. Mais bien sûr qu'il y a eu de mauvaises gestions, comme dans la plupart du cas. Et c'est ça qui nous met en retard aujourd'hui. C'est avant tout une question de mauvaise gestion qu'on a de nos derniers publics, de nos ressources, qui fait qu'on est tout le temps à la traîne sur beaucoup d'aspects. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a été victime de l'esclavage, de colonisation, de tous les maux qu'on peut imaginer. Mais aussi notre retard aussi, au-delà de ces éléments exogènes, on peut dire aussi qu'il y a des éléments purement endogènes à nous qui font qu'on a du mal aujourd'hui à aller de l'avant. Et ça, tant qu'on ne règle pas cette question-là, ça va être compliqué pour nos économies de pouvoir décoller. On ne peut pas... En fait, on est tout le temps dans cette dans cette posture victimaire, quoi, en disant que bon voilà. Et c'est vrai, ça a causé un retard. Mais bon, il faut qu'on ait aussi du leadership, quoi, un leadership fort en Afrique. Il faut aussi qu'on sache que plus individuellement, nos pays, on ne fait pas le poids devant le reste du monde. Donc il y a cette nécessité d'une intégration régionale. Voilà, pouvoir développer un marché commun entre nous et pour pouvoir aussi être indépendant énergétiquement parlant. Et aussi, aussi pouvoir assurer une certaine sécurité alimentaire à nos populations. Et pour cela, on a un potentiel qui est là. Mais il faut juste le mettre, ce potentiel-là. La zone
Grand Sahel présente des atouts formidables au niveau agricole. On a des terres arables et on a aussi de l'eau. Donc on a vraiment le potentiel de développer. Mais malheureusement, depuis des années, les politiques foncières qui ont été mises en place n'ont pas pu permettre aux pays sahéliens de pouvoir vraiment décoller. Et aujourd'hui, on le voit, comme par exemple, je prends le cas de mon pays, comme par exemple la Mauritanie, où on a injecté depuis plusieurs années, 550 milliards de MRU, avec aussi l'apport de l'aide extérieure, avec les partenaires extérieurs, et aussi l'apport national. Et jusqu'à présent, on a du mal à assurer une certaine indépendance ou une certaine sécurité alimentaire à la population. Donc il y a un vrai problème qui se pose. Et aujourd'hui, face à cela, le foncier en Afrique présente un certain nombre d'enjeux. Ceci, il y a la question aussi du foncier rural qui n'est pas encore réglé, que ce soit en Mauritanie ou dans d'autres pays. Dans d'autres pays comme le Niger ou le Burkina Faso, ils sont beaucoup plus ou moins en avance par rapport à la Mauritanie sur cette question-là. Donc un pays comme le Niger par exemple essaie d'allier le droit coutumier et aussi au droit foncier moderne pour essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir faire cohabiter les deux. Alors qu'en Mauritanie, jusqu'à présent, ce problème se pose. Et le problème du mode de tenue des sols, ça pose aussi un problème. Parce que tout simplement, ce mode de tenue des sols a fait qu'on a du mal à gérer la question qui est liée en fait comment dirais-je, la question qui est liée au, je peux l'appeler l'expression, la question qui est liée à l'exploitation même des sols et de sa mise en valeur. Donc vous voyez, donc ce problème-là se pose aujourd'hui, la mise en valeur du sol. Et aussi, il y a la question de la loi, de l'arsenal du cadre légal qui est chargé d'organiser la question foncière. Bon, ça c'est le premier défi. Le premier défi, c'est sur le foncier rural. Il faut vraiment, de toute urgence, surtout avec les autorités mauritaniennes, de revoir cette question. Parce que tant qu'on ne règle pas cette question, qui est d'ailleurs à la base, quand les militaires sont venus en 1983, ils ont créé une ordonnance, c'est l'ordonnance de 1983-127. C'est cette loi-là qui régit jusqu'à présent la loi, le domaine foncier en Mauritanie. Vous voyez, et il y a urgence aussi à réformer, à revoir cette loi-là. Parce que cette loi était venue régler une injustice. L'injustice, à savoir que qu'il y avait des propriétaires terriens qui avaient tout, alors qu'il y avait d'autres qui étaient réduits à l'état d'esclavage et qui n'avaient pas droit à la propriété. Donc, quand cette loi est venue, elle a proclamé que la terre appartient à la nation, donc la terre appartient à tout le monde. Donc tous les Mauritaniens pouvaient accéder à la terre. Mais sauf que, en fait, il y a un statu quo qui demeure sur cette question-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, ça mine gravement la cohésion sociale. On a vu avec des conflits qui éclatent un peu partout, surtout dans le sud de la Mauritanie. On a vu des conflits dans des villes comme Erkis, ou bien à Ferala, ou bien à Fanaï, au Sénégal, ça c'est au sud du Sénégal. Donc on a connu ça, mais ça c'est des questions qui sont propres à ces deux pays. Donc aujourd'hui, il est urgent de revoir cette ordonnance, mais dans sa dimension juridique d'abord, mais aussi dans sa dimension sociale, pour permettre aussi aux citoyens de pouvoir bénéficier de ces énormes atouts que représente le foncier mauritanien.
Surtout on est aujourd'hui à l'ère de la prospérité partagée. Donc il faudrait aussi qu'on réfléchisse à comment intégrer les propriétaires terriens et comment aussi qu'on puisse leur donner aussi leurs droits par rapport à ça. Et aussi d'arrêter les accaparements des terres. Parce que c'est comme ça qu'ils voient souvent l'éruption de l'État dans le domaine des terres. Ils considèrent que c'est les terres de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, il y a une volonté des pouvoirs politiques de venir s'accaparer des terres en les donnant à des hommes d'affaires ou à d'autres. Donc il y a une pédagogie à faire par rapport à cela pour montrer que aujourd'hui il y a une nécessité de remettre le patrimoine foncier mauritanien rural dans le circuit économique pour que la Mauritanie puisse aussi bénéficier d'une indépendance au niveau alimentaire. Et ça, c'est le premier défi. Donc le second défi, il est d'ordre, on peut dire que c'est des infrastructures. On n'a pas des infrastructures de qualité qui nous permettent aujourd'hui, quand je parle d'infrastructures de qualité, on n'a pas des routes, on n'a pas, dans certaines zones, on n'a pas accès à l'électricité. Et aussi, on ne peut pas utiliser des infrastructures d'irrigation qui sont complètement obsolètes. Et donc aujourd'hui, on a du mal à avoir un marché, à accéder à un marché national. Plutôt que même avant même de parler au marché régional. Donc ça, c'est le deuxième défi, le défi de pouvoir trouver des infrastructures. Mais aussi, il y a un autre défi qui relève aussi de la compétitivité, ou bien d'attirer les investisseurs. Donc il faut que l'environnement même des affaires soit adéquat. Vous voyez, favorable pour que les investisseurs étrangers puissent venir investir. Et ici, on voit un peu l'état de la justice qui fait que souvent il y a des corruptions qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à voir les investisseurs venir continuer à investir en Mauritanie. Donc tout ça, tous ces éléments-là limitent aujourd'hui le développement du foncier en Mauritanie. Mais je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et essayer de développer ce secteur, qui est quand même un secteur vital de l'économie. On peut même dire que l'économie mauritanienne repose sur le secteur agricole, culture et élevage. Mais bon, si on voit aussi qu'au niveau de la croissance que ce secteur-là a enregistré depuis entre 2009 et 2018, ce secteur n'a enregistré qu'une croissance de 2,2%, qui est extrêmement faible par rapport à la croissance nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce secteur doit être réformé au niveau de son cadre légal, mais aussi essayer de créer les conditions pour que les investisseurs puissent venir investir en Mauritanie. Nous avons un potentiel énorme. Imaginons qu'on a plus de 530 000 hectares de terres arables. Vous voyez, donc ça c'est un potentiel non négligeable que la Mauritanie peut mettre en avant pour pouvoir développer son secteur agricole. En 2020, au sommet de Pau, l'État français avait invité les pays du Sahel à réfléchir un peu sur des questions qui touchent aussi la sécurité, mais le développement de ces pays-là. Ils ont développé ce qu'on appelle l'approche territoriale intégrée, qui consiste à une approche où les bailleurs, les partenaires au développement, qui sont présents pour aider l'État mauritanien à se développer, à concentrer leurs efforts et à pouvoir agir en même temps dans le cadre des programmes
aussi dans la mise en œuvre et aussi au niveau du suivi et évaluation. Donc la région du Hod El Charqi, qui est une région très pauvre, mais qui est l'une des régions les plus peuplées aussi, qui est à la frontière avec le Mali, qui est une zone qu'on a ciblée comme étant une zone prioritaire, parce qu'il y avait beaucoup de défis qui se posent dans cette zone-là, défis sécuritaires, alimentaires et tout. Donc voilà, c'était vraiment une zone prioritaire où il fallait centrer toutes les actions pour pouvoir développer cette zone-là. Donc l'approche, il y a eu une table ronde qui a été organisée. Les bailleurs ont donné l'engagement à débourser de l'argent pour pouvoir développer ces zones et de développer là-bas des projets de structurants qui peuvent développer ce territoire-là. Donc on a eu avec la SCAP, qui est le document de référence de l'État mauritanien dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée pour la prospérité partagée. Donc ils ont développé une déclinaison de cette SCAP en une déclinaison régionale qu'on appelle la SCRAP, qui est la stratégie régionale, de croissance. Donc et depuis lors, il y a des projets qui sont des projets structurants qui sont développés là-bas dans le cadre de la gouvernance, de la décentralisation et aussi tout ce qui touche aussi aux droits de l'homme. Vous voyez, donc ils sont en train de vouloir de développer cette zone-là avec les partenaires au développement. Et ils ont mis en place le gouvernement mauritanien, c'est le gouvernement mauritanien qui a mis en place une cellule de coordination qui est une cellule qui coordonne tous ces projets au niveau régional. Et ils sont en train de réaliser un travail formidable dans ce sens. La Mauritanie a fait progressivement le choix d'aller vers la décentralisation. En fait, c'est une procédure qui a commencé dans les années 80 en la Mauritanie, mais qui a eu des hauts et des bas, donc le coup d'arrêt. Mais la question a été prise fondamentalement et plus sérieusement avec la période qu'on appelle en Mauritanie la période de la transition. C'est-à-dire que dans les années 2007, cette question de la décentralisation a fait l'objet d'une étude encore beaucoup plus sérieuse. Et il y a eu un ministère même qui a été créé dans ce sens-là, qu'on appelle le ministère de la décentralisation et du développement local. Mais si on fait aussi aujourd'hui le bilan de cette décentralisation en Mauritanie, elle est encore jeune, mais le bilan est plutôt mitigé. Le bilan est plutôt mitigé dans le sens où ça fait partie des projets phares de l'État mauritanien de vouloir réussir cette décentralisation. Mais il y a eu des blocages, au niveau institutionnel. Par exemple, les communes, quand je parle des communes, c'est-à-dire que les autorités territoriales et les autorités déconcentrées de l'État, savoir les premiers autres, en fait, il y a un problème de gestion au niveau de transfert de compétences surtout, au niveau de la décentralisation. Et cela pose un problème si on n'arrive pas à savoir qui, en fait, même si c'est clair au niveau des textes, mais dans la pratique, c'est souvent compliqué. Parce que ça reste quand même une décentralisation où c'est l'État qui encore se met en avant. C'est comme si on assistait à une sorte d'infantilisation des collectivités territoriales. Donc il n'y a pas encore cette émergence de cette collectivité territoriale où ils ont beaucoup plus, où ils ont une certaine autonomie, que ce soit au niveau financier et autres. Donc ça c'est le premier blocage.
Et le deuxième blocage aussi, ça se situe au niveau de souvent quand on voit au niveau de la décentralisation, il y a cette volonté quand même au niveau local, surtout au niveau des communes, de pouvoir se regrouper, se mettre en intercommunalité, de pouvoir porter des projets de développement. Et ça, on ne le voit pas toujours encore en Mauritanie. Donc ça pose encore ce problème. Même s'il y a un cadre, comme je dis, au niveau légal et tout, et même si cette question est vraiment aussi prise en charge dans le SCAP mauritanien, dans le document stratégique de la SCAP, ça reste quand même un débat d'experts. C'est entre les experts et aussi les services déconcentrés, que ce soit les préfets ou les maires, qui savent réellement de quoi on parle. Mais au niveau local, à la base, le citoyen, il n'est pas informé de certaines choses. Il n'est même pas, il ne prend pas parti à cette décentralisation. Alors que le citoyen, c'est un acteur majeur dans le cadre du développement local et de la décentralisation. Je pense qu'on a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Et il faut aussi encore travailler beaucoup plus dans ce sens-là, en intégrant ou en essayant de donner aux citoyens un rôle encore beaucoup plus conséquent, comme étant acteurs, en les regroupant dans des je ne sais pas, par exemple, dans des regroupements d'acteurs locaux, et en les formant, en les expliquant réellement que le développement, ça commence au niveau de leur territoire. Il faut que le développement de leur territoire doit pouvoir prétendre au développement de la population. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette politique de décentralisation peut être un moteur de développement et de réduction de la pauvreté, mais encore on a du chemin à ce niveau-là. Et il faut de plus en plus intégrer le citoyen dans les prises de décision et aussi le faire d'une manière inclusive. En fait. Et ça, je pense que ce sera l'une des clés pour que cette décentralisation puisse être une réalité dans ce pays. Mais malheureusement, comme tu as dit, le citoyen, il n'est informé de rien. Et ça, il le faut parce que moi, je pense que c'est une manière de maintenir ces citoyens dans l'ignorance la plus totale. Pour que ces gens-là ne... Parce qu'aujourd'hui, s'ils savent que le maire, il est là, ou le préfet, il est là pour vous, c'est vous qui êtes en fait les éléments clés. Tout ce que le maire doit faire, il doit vous rendre compte. Par exemple, quand on dit dans le cadre de la décentralisation, c'est ça. Le maire, il est là, il travaille pour ses administrés. Mais mais si on les maintient dans cette situation, ça permet à ces gens-là, quand il y a des budgets à voter, quand il y a des trucs, ils le font dans une opacité totale. Ils vont dire qu'on a voté 2 millions ou 3 millions de budget, alors qu'il n'y a même pas une route, un truc ou une école ou une dispensaire qui est construite. Donc vous voyez, ça aussi ça pose problème à ce niveau-là. Et moi je pense que c'est une volonté politique qui peut changer ces choses. Mais tant que les gens qui dirigent ne veulent pas que les choses changent, on va toujours rester dans ce statu quo et ils vont toujours bénéficier des prébendes qui vont décoller. Dans les 54 pays États africains, plus de 27 ont développé des plans. Souvent, c'est des plans qui s'inscrivent dans le long terme, ou bien par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est à l'horizon 2020, par exemple. Donc, le pays devient émergent et tout, développer des secteurs clés de l'économie. On a vu d'autres pays comme le Sénégal émergent, c'est d'ici 2035. Vous voyez, le pays doit atteindre un certain niveau de développement. Donc, et aussi, face à cet enthousiasme de ces pays-là qui veulent, qui se voient émergents et qui veulent aller vers le développement matériel, réel, des organismes tels que le CNUD
accompagne cette dynamique en essayant d'organiser tous les 2 ans des conférences mensuelles pour essayer aussi d'encourager ces politiques dans le sens de l'émergence. D'ailleurs, l'Union africaine, dans son agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, essaie aussi d'aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, il y a cette ère de vouloir aller vers l'émergence. Certains diront que est-ce que ce n'est pas un énième plan de développement pour les pays africains. On l'a vu depuis les années 80, après avoir les organisations internationales, après avoir appliqué des politiques d'ajustement structurel, revenir en Afrique avec des plans tels que la lutte contre la pauvreté, la réduction de l'extrême pauvreté, avec des cadres stratégiques de développement de l'Afrique. On a vu tout ça, de réduction de la pauvreté avec la Banque mondiale et tout. Et ces plans n'ont pas permis, ou du moins ils n'ont pas atteint l'effet escompté. Bon, aujourd'hui, on voit partout, dans d'autres pays comme en Afrique, comme le Rwanda, qui ont fait exception, qui se sont développés, les Seychelles, d'autres pays qui sont vraiment sur la voie de l'émergence, tels que le Maroc aussi, qui sont sur la voie de l'émergence, l'Afrique du Sud. Donc on peut citer, on peut être optimiste pour ces plans-là, en se disant que ça montre quand même, ça porte ses fruits. Le cas du Sénégal est là, montre aussi qu'ils sont vraiment sur la voie de l'émergence. Mais nous restons quand même un peu sceptiques par rapport au contexte actuel que nous vivons. Bon, beaucoup de spécialistes redoutent ce qui s'est passé dans les années 80 avec le surendettement des pays. Donc aujourd'hui, on risque d'aller vers le surendettement des pays. Déjà, il y a des pays qui sont un peu sur le collimateur et ça risque de s'aggraver. Donc, plan émergent, oui, je suis pour que l'Afrique se développe, qu'on arrête de nous cantonner à ce continent pauvre et misérable avec tous les maux. D'accord, il faut qu'on se développe, mais il faut qu'on calque notre développement sur notre propre modèle économique et culturel. Et aussi en développant, en essayant de développer un capital humain. Voilà, en ayant un capital humain avec une ressource de qualité, capable aussi de former dans les domaines tels que l'éducation, dans les domaines sociaux de base, l'éducation et tout ça, pour que enfin ces plans ne soient pas seulement un mirage, mais soient une réalité pour le continent africain.